à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'autoculture. Avant tout, n'oubliez pas que toute cette semaine, nous sommes présents sur le mondial de l'auto. Alors n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater toutes ces nouvelles vidéos. Parlons donc dans cette vidéo de la Rover SD1 qui aurait dû, en tout cas selon les dirigeants de British Leyland, exploser les charts, devenir une référence et même une légende et se vendre à 150 000 exemplaires par an. Raté, mais vraiment raté. Sa ligne révolutionnaire est signée David Bash, qui se voulait la première hatchback au monde. Hélas, la belle anglaise se fera griller la politesse par le couple Renault 20 et 30, la Lancia Gamma, voire même par la Citroën CX, même si elle ne disposait pas de haillons. Dommage d'ailleurs d'avoir attendu jusqu'en 1976 pour enfin lancer la Rover SD1, parce que les travaux avaient commencé en 1969. La faute sans doute à l'inertie du groupe en totale désorganisation. Il fallut près de 18 mois pour que les dirigeants valident enfin le design, pourtant figé dès 1971. La voiture est sortie en 1976, le design était prêt en 1971. 5 ans. Si on compare ça à l'espèce humaine, ça équivaut à la durée entre le Big Bang et aujourd'hui. Le groupe British Leyland sortait des années 60 avec euphorie, même si la fin de cette décennie annonçait le déclin. L'automobile anglaise avait connu son âge d'or et l'industrie n'avait pas su ou cru bon réorganiser tout ça. Les marques s'étaient empilées les unes sur les autres, personne n'y comprenait vraiment quelque chose et les synergies n'étaient pas vraiment flagrantes. Avec la SD1, la direction avait pourtant eu l'intuition qu'il fallait mieux réorganiser les marques. À Jaguar, le luxe, à Rover, ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de premium, et à Triumph, le milieu de marché et les coupés et roadsters sportifs. Retour en 1961, où on va parler de Bouygues, et pas Bouygues Télécom, qui sortait un V8 en aluminium, mais qui s'avéra très cher à produire. Oui, on va pas s'attarder sur le jeu de mots. Bref, ce V8 en aluminium qui s'avéra très cher à produire est bien moins rentable que le V8 en fonte. En 1963, la marque américaine Buick en stoppait donc la fabrication et revendait en 1965 la licence exclusive de fabrication à Rover. Voilà comment la P6 récupéra un V8 Buick et qu'on retrouvera jusqu'en 2004 sous les logos Triumph, Land Rover ou encore Range Rover, preuve de son excellente conception et des possibilités d'évolution qu'il permettait. Et donc l'idée de la SD1 était simple. Si Jaguar allait charmer les patrons, Rover allait s'occuper des cadres dirigeants, proposer un tarif moindre tout en offrant la noblesse du moteur et tout le confort qu'on attend d'une belle anglaise. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai un bouton qui avait pété. Bon, c'est pas grave, vous me mettrez dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ça fera du référencement. Plus sérieusement, parlons un instant du design qui est, avouons-le, assez magnifique. Il reposait sur l'étude Pininfarina BMC pour l'arrière, de la Ferrari Daytona pour l'avant, et de façon assumée, on n'était quand même pas loin du copier-coller. Il était tout à fait dans la nouvelle mouvance des voitures de cette gamme en France et en Italie, tout en tranchant avec le côté très conservateur des concurrentes d'outre-Manche, notamment la Ford Granada, ou bien encore la Vauxhall Record et Senator. Et l'idée maîtresse de Bash, qui a dessiné la voiture, n'était pas d'être dans son époque, mais dans l'époque suivante. Et dans sa première série, la Rover SD1 jouait le contre-pied. Adieu boiserie et cuir, la clientèle des années 70 allait découvrir le velours et les plastiques bien durs, ode à la modernité. Un choix qui sera abandonné dès la deuxième série en 1981 pour enfin revenir à un vrai salon anglais. En tout cas, l'équipement, lui, était pléthorique. Et on va parler un instant de la planche de bord. Regardez bien, elle était extrêmement astucieuse. Elle était conçue pour faciliter la production en conduite à droite comme
à gauche, elle est rigoureusement symétrique. Regardez bien l'aération passager. Bon, on peut se demander et se dire surtout que le passager devait s'en prendre plein la poire quand la ventilation était au maximum. Mais si l'aération est ici, c'est qu'elle pouvait devenir facilement l'emplacement de la colonne de direction. L'instrumentation se trouvait dans un bloc situé derrière le volant et qu'il suffisait simplement de déplacer en inversant les cadrans. Étonnant, non ? La Rover SD1 3500 avec son 3,5 litres de 155 chevaux était lancée en 1976, largement en retard sur le calendrier, rejointe l'année suivante par la version L6 de 2,6 litres et de 136 chevaux, une version qui connaîtra un certain succès, offrant des performances proches de celles de la 3500, mais avec une consommation bien moindre. En 1978, la gamme se complétait d'une 2300 développant 116 chevaux, et à l'occasion du restylage de 1981, un 2 litres de 100 chevaux se chargera d'élargir l'offre vers le bas, tandis qu'un 2,4 litres turbo diesel d'origine VM Motori sortait 91 canassons. Et en 1982, le summum arrivait en concession, la version vitesse, avec son V8 Buick, porté à 193 chevaux grâce à l'injection électronique. Et en plus, elle est lookée comme une GTI. Elle est magnifique, non ? La carrière de la grande berline anglaise au look de TGV s'arrêta en 1986, laissant sa place à la série 800 conçue avec Honda. Et c'est d'une certaine manière la dernière Rover purement anglaise, si on accepte évidemment son V8 américain Buick, mais retravaillé de façon fish and chips. L'ambition folle d'en produire 150 000 exemplaires par an ne fut bien entendu jamais atteinte, et la conquête de l'Amérique au début des années 80 se solda également par un échec. Avec 296 169 exemplaires produits en à peine plus de 10 ans, je vous laisse faire le calcul, ils voulaient en sortir 150 000 par an, ils en ont fait à peine 300 000 en 10 ans, autant dire que l'usine ne fut jamais rentabilisée. Le manque de moyens chronique y fut pour beaucoup, mais la qualité de la voiture également. Même les voitures qui étaient destinées aux testeurs de l'époque, à la presse, etc., étaient franchement très mal foutues. Elles avaient des graves problèmes d'électricité, il y avait de la rouille également, et tout ça fut très fatal. Pourtant, la SD1 conserve aujourd'hui tout son pouvoir de séduction, et surtout avec cette version vitesse. À moindre coût, on peut ainsi s'offrir un vrai salon anglais avec 8 cylindres, un look de Ferrari Daytona à l'avant croisé avec une Citroën CX, le tout dans une ambiance typiquement années 70. Alors pourquoi s'en priver ? Il faut compter environ 1 500 € pour un modèle basique à restaurer et jusqu'à 20 000 € pour une SD1 vitesse en parfait état. Quoi qu'il en soit, nous sommes là pour vous accompagner dans la vente ou la recherche de votre auto de collection sur notre site carjagger.com. Merci à tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.